Salut et bienvenue dans cet épisode 6 trucs que j'ai arrêté de faire depuis que je suis formée en bioméca bis. Cet épisode, il vient en complément de l'épisode 119, 6 trucs que j'ai arrêté de faire depuis que je suis formée en bioméca. Et je fais une suite parce que c'est l'épisode que j'ai mis aussi en best-of l'été dernier, puisque c'est l'épisode que vous avez préféré sur le podcast en 2025. Donc, j'ai décidé de faire un deuxième épisode et j'annonce que celui-là vous exposera des avis radicaux. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval. On est parti pour cet épisode que j'ai voulu plus punchy que le dernier, puisque j'ai choisi là on est sur un avis, des avis hyper tranchés et assez radicaux parfois, pour ce que j'ai décidé de défendre aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi à chaque item que j'ai choisi de développer. Sachant qu'il y a un item que j'ai mis en commun avec la dernière fois, mais vraiment j'avais envie d'appuyer dessus et de vous l'expliquer en m'autorisant à être encore plus radical. Encore une fois, peut-être que radical, ça va être un mot qui va revenir beaucoup dans cet épisode. Voilà. Donc, on est parti pour la liste des 6 choses. La dernière fois, je vais vous dire que la dernière fois, j'avais parlé de que je ne me mettais plus à cheval sans échauffer mon cheval, que je n'enraînais plus mes chevaux, que j'avais arrêté d'écouter les avis des autres pros s'ils ne faisaient pas sens pour moi, que je ne participais plus au débat avec ou sans mort, avec ou sans fer, etc. Parce que pour moi, il est beaucoup plus intéressant d'aller amener la pédagogie qu'il y a derrière et qui permet aux gens de faire leur choix que d'essayer de les convaincre alors qu'on a des points de vue parfois différents, ou en tout cas que notre parole n'est défendue que par rapport à ces personnes. On est, entre guillemets, nos avis sont entre guillemets mis en face d'autres personnes qui ont une autre légitimité. Bref, ça n'a aucun sens si les gens n'ont pas les connaissances qui leur permettent de faire leur propre choix. Donc je ne participe plus au débat. Moi, j'ai choisi de donner les arguments pédagogiques qui permettraient aux gens de faire leur choix. Le 5e truc de la dernière fois, je ne bataille plus jamais avec force avec mon cheval. Et je ne fais plus de ronds et de ronds et de ronds dans la carrière. On est donc sur 2 arguments que je vais reprendre de manière un peu différente, ou en tout cas, c'est des arguments qui vont se rapprocher de la dernière fois, mais j'ai en vrai envie d'aborder les choses sous un autre regard, et je vais m'autoriser dans cet épisode de podcast de vraiment, encore une fois, être radical sur les avis que je vais vous donner. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'ai ces avis-là. Je vais commencer par quel argument ? Je vais commencer par celui-là. Aujourd'hui, je n'impose plus jamais le rythme à mon cheval dès le début de la séance. Je vois beaucoup, vraiment beaucoup, chez beaucoup d'élèves qui arrivent chez moi et chez beaucoup de cavaliers que je regarde travailler, ce truc de « on est en carrière, alors maintenant c'est moi qui décide à quelle vitesse on marche ». Et souvent, en vrai de vrai, c'est vrai, on va faire abstraction du débat équitation classique ou équitation éthologique, parce qu'en vrai, dans les 2 cas, on a ce truc-là. On rentre dans la carrière, mon cheval doit être à mon écoute, et mon cheval à mon écoute, c'est mon cheval doit marcher au rythme où moi je marche. Oui, il doit être capable de le faire, ça je suis hyper d'accord avec ça. Par contre, en début de séance, moi je prends le truc complètement à l'inverse, c'est moi qui me mets au rythme de mon cheval.
Parce que si je mets mon cheval au rythme où moi j'ai décidé de marcher, dans 98% des cas, en vrai de vrai, ce rythme-là, il est au-dessus de l'allure à l'instant T de mon cheval, qui n'est pas échauffé, rappelons-le. Et donc, mon cheval va faire ce qu'il peut pour marcher plus vite que ce qu'il est fait pour marcher, et donc il va nous sortir toute une panoplie de compensations qui, en vrai, n'a aucun sens, surtout sur un début de séance. Et c'est des compensations surtout qu'on ne voit pas si juste on se met, nous, au rythme de notre cheval et pas l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'il y a des chevaux, et chez 98% des gens qui m'écoutaient, donc toi qui m'écoutes là, sache que en début de séance, si tu fais le choix de te mettre au rythme de ton cheval, tu vas avoir l'impression de marcher à 2 à l'heure. C'est le cas chez tous les élèves qui arrivent chez moi. Mais c'est 2 à l'heure au début de l'échauffement parce que, encore une fois, pour l'instant, dans 100% des cas, au bout de quelques minutes de marche, alors moi sur mes échauffements, je ne fais pas que marcher, je marche, je m'arrête, je fais des reports de poids, je repars au pas, je travaille l'amplitude ou en tout cas la vitesse au pas, mais tout ça fait que mon cheval, il va s'échauffer et il va s'échauffer sans avoir besoin de se mettre au-delà de son rythme. Et en vrai, un échauffement fait sur la base d'un rythme qui est au-delà du sien n'est pas un échauffement efficace. Pour ces muscles qui vont avoir besoin de se chauffer, mais pour pouvoir se chauffer, encore faut-il qu'ils partent de là où ils en sont. Okay, et qu'on n'impose pas dès le maintenant l'endroit où on a envie qu'ils arrivent une fois qu'ils seront échauffés. Je ne sais pas si c'est très clair pour ça, mais en tout cas, c'était hyper important pour moi de vous parler de ce rythme-là. Et le rythme du cheval, je vais poser une notion de bioméca qui est fondamentale, mais dont personne n'entend parler et personne ne parle jamais, c'est que le rythme de travail juste pour ton cheval, c'est le rythme de son membre le plus lent. Si on se base, nous on fait tous l'inverse, les cavaliers, moi j'avais appris à faire l'inverse aussi, ça a changé radicalement, j'aurais pu le mettre dans un truc de plus. La cadence juste pour travailler ton cheval, c'est la cadence du membre le plus lent. Aller au rythme que nous on a décidé en disant à notre cheval, bouge tes fesses, bouge tes fesses, bouge tes fesses, et en disant à ce postérieur qui est tout le temps à la traîne de se bouger plus vite que ça, en vrai, c'est complètement contre-productif pour le progrès du cheval. Le plus pertinent, c'est d'aller justement se mettre, donc ralentir notre rythme et se mettre à ce postérieur qui galère et qui est tout le temps à la traîne, pour que ce postérieur-là, il puisse vraiment porter le poids, il puisse faire son job de postérieur normalement, et que le cheval puisse progresser. Si on se met toujours au rythme, je vais prendre l'exemple des postérieurs, mais on se met au rythme du postérieur le plus performant en imaginant que l'autre il va rattraper, en vrai, on est en train de favoriser les compensations de notre cheval et donc de lui proposer un travail qui va à fond renforcer ses compensations, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un cheval le plus équilibré possible et le plus sain dans son corps tout entier. Donc, première chose, j'ai digressé, je suis allée un peu plus loin dans le sujet que ce que j'avais prévu, mais première chose dont je vous ai parlé, imposer le rythme dès le début de la séance. Depuis que je suis formée en biomécanique, je me mets au rythme de mon cheval en début de séance et pas l'inverse. Deuxième chose que j'ai arrêtée, et vraiment c'est un de mes chevaux de bataille ces derniers temps-là, c'est que j'ai arrêté de longer mon cheval dans un rond de longe. Je vois plein d'installations de structures où les gens ne créent ou créent en premier en tout cas un rond de longe pour leurs chevaux. En disant, surtout des gens qui travaillent en travail à pied sur des aspects comportementaux ou relationnels avec leur cheval, etc. Le rond de longe, c'est par définition fait pour que le cheval soit en cercle et tourne, et on oublie beaucoup trop que le cheval est construit pour aller en ligne droite. Et donc, demander à notre cheval d'aller en cercle, puis en cercle, puis en cercle, et de faire des changements de direction sur des tout petits espaces, en vrai, c'est aller abîmer ses articulations. Ces articulations sont faites pour aller
droit. Donc, à choisir entre faire une petite carrière carrée et faire un rond de longe, faites une petite carrière carrée. D'autant plus que moi, d'un point de vue comportemental, relationnel, je préfère 100 fois travailler dans un endroit carré où mon cheval, s'il a envie de ne pas faire, il peut aller se mettre dans un coin, que dans le rond de longe, le cheval n'a aucune porte de sortie. Pour faire du join-up, c'est super, mais le join-up, moi, je suis con. Par contre, j'adore les espaces. Ça fait mal, c'est relou parfois parce que ça vient nous mettre face au manquement qu'on a dans le travail de notre cheval. Mais je préfère 100 fois aller travailler un cheval en liberté dans un endroit carré où mon cheval peut se mettre dans les coins si vraiment l'exercice le saoule, que travailler en rond de longe. Donc, si toi qui m'écoutes, un jour tu rêves d'avoir tes chevaux chez toi et de te faire un petit espace de travail, fais-toi un carré. Je vais digresser encore une fois et aller un peu plus loin dans ce sujet-là pour parler des marcheurs. Je vois aussi des structures qui se posent la question entre le marcheur, vous savez, le tapis de ligne droite et le marcheur en cercle là. Très, très clairement, avec ce point de vue-là de les articulations sont faites pour aller en ligne droite, à choisir si demain dans mon écurie il y a un marcheur, je doute que ce soit le cas un jour, mais on n'est pas à l'abri. Je pense que je partirais plus sur des tapis que sur des marcheurs ronds qui font marcher mon cheval, toujours dans le même sens. Il y a des marcheurs qui peuvent changer de sens, hein, mais en tout cas, toujours en cercle. Donc, quand on longe, pour autant je longe un cheval, je longe mes chevaux. Quand je longe mes chevaux, moi j'ai une petite carrière, elle n'est pas grande la carrière, elle fait 40 par 20, mais en vrai, je suis assez rarement sur plus d'un cercle. Je fais beaucoup de lignes droites, un maximum de lignes droites, et je travaille de plus en plus et au maximum sur ce que j'appelle la longe en carré. Donc je ne longe pas sur un cercle rond, je longe sur un ensemble de lignes droites avec des coins. Et on va pas se mentir, après avoir pendant 10 ans fait des ronds avec ma longe, il y a tout un schéma d'apprentissage qui est à revoir chez mon cheval notamment et chez moi aussi, puisque notre réflexe quand on est à la longe, c'est de revenir sur le cercle. Donc ça fait vraiment 1 an et demi que j'ai mis mon focus là-dessus, entre autres, mais que un de mes focus sur les séances de longe, c'est de faire finalement le moins de cercles possible, ou en tout cas que les cercles que je fais aient un réel intérêt mécanique ou de travail, que je fasse mon cercle parce que j'ai besoin de quelque chose, je veux rééquilibrer mon cheval, je veux, j'allais dire reprendre le contrôle, mais j'ai jamais besoin de reprendre le contrôle de mon cheval, au vu du travail qu'on a fait ensemble, mais je pourrais avoir besoin de reprendre le contrôle de mon cheval sur un cercle par exemple, mais en fait là où je faisais beaucoup de spirales avant, ou d'escargots, là, je ne sais pas comment vous les appelez, il y a plusieurs termes je fais des tout petits cercles et je réagrandis mes cercles. Cet exercice-là, aujourd'hui, je ne le fais plus que dans un objectif pédagogique d'apprentissage pour mon cheval, notamment l'apprentissage de la descente d'encolure. Donc, j'apprends à mon cheval de se mettre avec une attitude, avec la tête plutôt basse, sur le cercle. Mais c'est un autre sujet. Maintenant, mon cheval, il est très rodé pour ça. Je mets ma longe, je dis, je ne sais pas quoi, je fais un claquement de langue, je crois, et il baisse la tête. Donc ça, on se connaît par cœur, clairement, lui et moi. Donc je n'ai plus besoin des cercles pour faire ça. Et je travaille au maximum sur des lignes droites. Autre truc dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui et qui résonne avec les 6 autres bénéfices que je vous avais partagés, c'est le fait de passer les mouvements en force. Quand on fait de la bioméca, enfin c'est faux, j'ai vu des gens formés en bioméca qui passaient quand même les mouvements en force. Mais en tout cas, quand on a compris que un muscle qui n'était pas capable de se relâcher, n'était pas capable de se contracter de manière optimale, on bosse d'abord le relâchement avant d'aller chercher la force. Et passer un mouvement en force, c'est aller au-delà de ce que notre cheval est capable de nous donner. Et c'est donc apprendre à notre cheval à aller compenser nos actions. Si on n'arrive pas à le plier à droite, pareil, c'est des choses que moi je pouvais faire
avant, mais que je ne fais plus du tout maintenant. Et c'est pas l'envie qui m'en manque, je vous l'avoue, puisque c'est tellement plus facile sur un cheval qui se plie pas à droite de mettre une grande manchette et de tirer un grand coup à droite pour dire mais tu vas te plier. C'est tellement plus facile de faire ça que même moi, avec toutes les bonnes intentions que j'ai, les connaissances que j'ai, il y a des moments où je suis un peu moins disponible dans mes séances et j'ai vraiment envie de tirer un grand coup sur ma reine droite. Mais aujourd'hui, je me vois faire et je ne me laisse pas faire. C'est hyper important de comprendre que si votre cheval ne se plie pas à droite, si vous le pliez en force à droite, il va trouver une compensation ailleurs. Il va vriller sa tête, il va désengager un postérieur, il va se plier plus que prévu. Bref, il va trouver un moyen de fuir ce que vous êtes en train de lui demander. Et c'est là tout l'intérêt de l'équitation que moi j'appelle collaborative, donc du concept que moi j'aime développer, c'est de rendre le cheval proactif dans son travail et donc qu'il vienne se plier à droite parce qu'il peut le faire et pas parce que on a fermé toutes les portes ailleurs. Donc, la dernière fois, j'ai d'ailleurs dit, il y a des phrases que un jour, peut-être je ferai une collection de t-shirts, je rigole, que je répète tellement, notamment le muscle qui n'est pas capable de se relâcher, n'est pas capable de se contracter de manière optimale. Franchement, j'ai l'impression de le dire tous les jours. Et donc, j'ai décidé que peut-être j'en ferai un t-shirt un jour. J'ai réécouté l'autre épisode de podcast dont je vous parlais, le 119 là, et le 117, pardon, le 117. Je dis un truc qui est hyper intéressant et que j'ai adoré, j'ai dit j'en ferai un t-shirt aussi. Ce qu'on obtient avec force n'est qu'illusion. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, franchement, on peut aller tricher sur un carré de dressage. Les dresseurs vont s'offusquer si je dis ça, ou les juges de dressage vont peut-être s'offusquer. Mais très honnêtement, j'irais beaucoup plus facilement tricher sur un carré de dressage en ayant une petite compensation qui se voit pas trop, mais moi je sais qu'elle est là, mais je fais quand même mon épaule en dedans ou ma session à la jambe dans les critères demander. Donc clairement, sur des moments comme ça, je m'autorise à le faire. Par contre, au travail à la maison, ça n'a aucun sens. Clairement, quand on est dans le travail d'un cheval et qu'on veut qu'il progresse, ça n'a aucun sens d'aller passer les mouvements en force. En lien avec celui-là, un autre truc, donc le 4e, que j'avais envie de vous transmettre ici, c'est le fait de faire mes séances les dents serrées. Les dents serrées, vous savez, ces séances-là où vraiment, ça rejoint vraiment ce truc de passer les mouvements en force. Mais dans les dents serrées, chez moi, je mets aussi tout ce qui est mauvaise humeur, pas conscientisé. Vous savez, quand on arrive à notre séance d'équitation avec notre cheval le soir après le boulot, où on a eu une journée pourrave, où on a enchaîné les rendez-vous, on est dans un espèce de tunnel, on voit plus rien et on est là en mode j'ai 1 heure pour monter à cheval, donc en fait on fait les choses par automatisme et pour peu qu'on se mette un épisode de podcast dans les oreilles qui fait qu'en vrai on n'est plus vraiment présent et on a les dents serrées mais on s'en est même pas rendu compte. Ça je ne fais plus parce que, encore une fois, on va faire le lien avec la biomécanique, même si, parce que je sais que certains ont du mal à faire le lien entre ce que je dis de ce point de vue-là parfois et la bioméca, mais pour moi c'est un lien direct, puisque, encore une fois, un muscle qui n'est pas capable de se relâcher, n'est pas capable de se contracter de manière optimale, et les chevaux, quand ils nous voient arriver avec notre tête des mauvais jours, ils se tendent. Et si nos chevaux se tendent, le travail n'est pas efficace. Donc, première étape, prendre conscience de comment moi je me sens à l'intérieur, prendre conscience des points de tension que j'ai moi à l'intérieur et, spéciale dédicace à Léa de Kairos Équitation, se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire de moins, qu'est-ce qu'on peut relâcher. Un jour, j'offrirai un t-shirt avec ça décrit pour Léa aussi. On a chacun nos phrases fétiches. Mais qu'est-ce que je peux faire de moins et qu'est-ce que je peux enlever de tension de tension. Donc, je ne fais plus, et pourtant, encore une fois, on est d'accord que même moi, je suis humaine, et faire ma séance les dents serrées et dire à mon cheval en mode
en mode dictateur, là, à droite c'est à droite, et tu passes derrière ce plot, et tu te plies à droite, et machin, en vrai, c'est la facilité, hein. En tout cas, c'est très facile pour moi. Je pourrais très bien aller là-dedans. Il y a des chances que je l'ai fait à plein de moments dans ma carrière d'avant. J'espère que je le fais beaucoup moins aujourd'hui. En tout cas, je mets beaucoup de conscience dessus. Et c'est ça le plus important. Mon objectif numéro 1, on va le dire, c'est la décontraction. Et pour qu'il y ait décontraction du cheval, on a besoin qu'il y ait décontraction du cavalier. Mais pas la décontraction qu'on fait semblant qu'on est décontracté, parce que quand même, je suis pas tendu là. Mais vraiment cette super décontraction congruente où on fait ce qu'on dit, on ressent, enfin bref, on aligne ce qu'on ressent, ce qu'on dit et ce qu'on montre, quoi. C'est vraiment la congruence. C'est comment je suis à l'intérieur, qu'est-ce que je dis à mon cheval à partir de là, comment je prends conscience de ça, comment je me responsabilise dans ce que je suis en train de vivre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parfaitement, hyper trop content à chaque fois qu'on voit notre cheval et avoir passé une super journée et machin. Ça veut juste dire ne pas se mentir à soi-même. Et quand on a les dents serrées, prendre conscience qu'on a les dents serrées et faire quelque chose, si on peut, pour les relâcher, quoi. Se poser la question, en tout cas, de qu'est-ce que je peux relâcher. Et quand on se pose la question de qu'est-ce que je peux relâcher, par exemple, là, tout de suite, faites un scan rapide et demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez relâcher. Et moi, en vrai, c'était ma mâchoire. Donc, j'ai relâché ma mâchoire. Et vous, je ne sais pas si vous le sentez, mais mon énergie, elle est redescendue tout de suite et je suis beaucoup plus calme. C'est instantané. Donc, rien que se poser la question, prendre conscience, en vrai, ça fait des séances de bien meilleure qualité d'un point de vue relationnel, mais aussi de bien meilleure qualité d'un point de vue mécanique et progression du corps du cheval, travail du corps du cheval. Ça fait 4. 5e chose que je voulais... Ah ouais, on va parler d'une notion... les 2 dernières choses que j'ai envie de vous partager, elles ont une notion commune. Je vais vous parler, pareil, je digresse un peu, c'est pas de la biomécanique et en même temps c'est complètement de la biomécanique. Je ne mets plus de mort sans passage de langue. J'ai vraiment, depuis que je suis formée en bioméca, et un peu, en vrai, beaucoup au-delà, j'allais dire, les premiers niveaux de formation bioméca, ils ne nous transmettent pas ça, en tout cas pas celle que j'ai vécue. Par contre, en allant beaucoup plus précisément dans plein de sujets, notamment le lien entre la bouche et les postérieurs, ça ne fait plus aucun sens pour moi de mettre des morts sans passage de langue. Moi, je monte mon cheval et je vais vous l'expliquer sur le point suivant. Pourquoi j'utilise le mort. Et je travaille avec un mort qui permet à la langue de garder sa place, de prendre sa place. Avant, je travaillais avec, vous savez, j'avais cette croyance-là que plus le mort est gros, plus il est gentil. Et du coup, mon cheval, il travaillait avec des morts énormes dans la bouche. Mais en vrai, ce mort énorme dans la bouche, il prend la place de la langue. Et si la langue est bloquée, les postérieurs sont bloqués. Donc, il y a un lien direct par toute la chaîne ventrale entre la langue, la mâchoire, la nuque et l'engagement et la propulsion des postérieurs. Donc, si on veut un mouvement optimal chez le cheval, en vrai, on a besoin que le mort propose un passage de langue. Okay, donc on est un passage de langue dans ce mort. Ce qui veut dire un passage de langue, c'est pas forcément, vous savez, les morts droits ou les morts de bride. Parfois, on voit ces morts avec des angles là, un espèce de, comment on peut appeler ça, un chapeau. Enfin bref, ils sont tordus entre guillemets avec un angle. C'est pas forcément ça. Moi aujourd'hui, j'ai un mort par exemple qui est plus large au niveau des commissures que au milieu. C'est-à-dire qu'il est fin, voire très fin au milieu, et plutôt large aux commissures. Moi, il a été fité avec une bite fiteuse, une bridle fiteuse, et on a vraiment, c'était assez dingue, vu la différence entre le mort que j'utilisais à l'époque et celui-là. Donc, si je veux libérer le mouvement des postérieurs, je me dois de libérer le mouvement de la bouche, de la langue, et de la nuque. Donc je vais, pareil, digresser encore, mais cette histoire de muserolle serrée, c'est complètement vrai aussi. Si je viens serrer la muserolle,
je viens en vrai limiter la capacité de mes postérieurs à bouger. Donc, j'aurais pu mettre ça, je ne monte plus avec un mort sans passage de langue, mais je ne monte plus non plus avec une muserolle serrée. Et dernier truc dont j'avais envie de vous parler, c'est que je ne monte plus en licol en corde. Donc les licols dits éthologiques. Et souvent, ça étonne beaucoup de gens, puisque moi, j'ai une casquette de relationnel avec le cheval, évidemment. Le relationnel, c'est peut-être le numéro 1 de l'importance pour moi. La relation, la décontraction. Vous aurez compris que vraiment, si on n'a pas ça, en plus d'un point de vue biomécanique, en vrai, je le répète une dernière fois pour ceux qui n'auraient pas entendu, mais un muscle qui n'est pas capable de se relâcher n'est pas capable de se contracter de manière optimale. Donc, on a besoin de mettre le relâchement en premier. Et pour qu'il y ait relâchement, il y a confiance, compréhension, clarté. Donc, la relation, je la mets en vrai en premier. Pour moi, dans mes priorités dans le travail. Et donc, aujourd'hui, le raccourci qu'on fait quand on fait relation, on parle de relation, donc les gens imaginent que je monte en horsemanship. Et comme on imagine que je monte en horsemanship, on imagine que je monte en licol étho. Ou en licol en corde, pour son vrai nom. En réalité, le licol en corde ne permet pas le contact. C'est-à-dire que c'est construit pour que le cheval ne garde pas le contact. La corde et les nœuds, là où ils sont placés, sont faits pour que le cheval évite le contact. Donc, moi, on en a parlé sur l'épisode sur le contact avec Lucie Lecor, donc pareil, sur la mini-série qu'on a fait avec Lucie, je vous laisserai rechercher l'épisode si jamais ça vous intéresse. On a fait un épisode sur le contact. Le contact, aujourd'hui, pour moi, il est indispensable pour travailler un cheval de manière juste. Quand je dis travailler un cheval de manière juste, c'est avoir un cheval en équilibre. Ça, on peut l'avoir sans contact aussi. Mais c'est récupérer la tension qui vient des postérieurs dans mes mains, dans mes bras, dans mes épaules et permettre un travail symétrique, notamment pour les chevaux dits symétriques, et un travail de qualité d'un point de vue de transmission de tonicité, ou en tout cas de tonicité des postérieurs. Donc, à aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui travaille sans contact et pour autant qui a un cheval qui fonctionne de manière juste. En tout cas, 100% sans contact ou jamais de contact. On a la possibilité avec des gens qui alternent entre un travail en cordelette par exemple et un travail avec d'autres outils. Mais le licol en corde n'est absolument pas un outil qui permet le contact. Donc si jamais vous voulez communiquer avec vos rênes et votre longe quand vous êtes à pied, soit vous le faites sans contact et à ce moment-là vous utilisez le licol en corde, soit vous voulez mettre un contact. Moi j'aime bien avoir un contact parce que quand on a un contact, le cheval il a un repère sur lequel se poser parfois. Le licol en corde n'est pas le bon outil. Donc on va aller plutôt chercher, et moi quand je monte à cheval, c'est en vrai, je peux mettre un licol en corde pour aller faire une balade au pas où j'ai absolument pas l'intention de toucher la tête. En réalité, aujourd'hui, je mets plus facilement la cordelette que le licol en corde. Si j'ai décidé que je touchais pas la tête, autant que j'y touche pas du tout. Donc quand je vais en extérieur en n'ayant pas l'intention de toucher la tête, je mets la cordelette. Donc le licol en corde, aujourd'hui, moi j'alterne plus entre cordelette et filet. Si j'ai envie d'avoir un contact sur la tête sans avoir de mort, je vais aller monter avec mon licol plat, par contre. Je trouve ça beaucoup plus évident d'avoir un travail juste avec un licol plat à cheval qu'avec un licol en corde. Donc j'ai vraiment fait ce choix-là. Et d'un point de vue mécanique, ça s'explique totalement, en réalité. Puisque, je le répète, les cordes elles sont faites pour être désagréables si elles sont mises au contact. Hein. Donc, et les nœuds, ils sont faits pour être désagréables s'ils sont mis au contact. Donc, le licol en corde n'est pas un outil de contact.
Donc je ne monte plus, notamment quand je fais des séances de dressage où j'attends des choses, un travail physique de mon cheval, je ne monte plus en licol en corde. Et j'avais vraiment envie de le placer ici parce que c'est hyper important qu'on se rende tous bien compte de ça et qu'on remette aussi les outils dans le contexte dans lequel ils sont faits pour être utilisés. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre dans cet épisode de podcast, un peu plus punchy que la dernière fois, un peu plus radical, comme je l'ai dit en début de séance, que la dernière fois. J'espère néanmoins qu'il aura été intéressant pour vous. Si c'est le cas, venez me le dire sur les réseaux sociaux. Je vais reboucler ma boucle en vous disant que, en résumant et en concluant, en vous redonnant les 6 trucs que j'ai arrêté de faire quand je me suis formée en bioméca bis. C'est 1. Imposer le rythme de mon cheval dès le début de la séance. 2. Longer en rond de longe et utiliser les marcheurs. On en revient avec le marcheur, on a vraiment cette double casquette de l'imposition. Bref, le marcheur, il impose le rythme et en plus, il fait tourner en rond. Donc, on a vraiment ces 2 trucs-là de... Déjà, le cheval, il marche à un rythme qui n'est pas le sien. Donc, c'est quitte ou double. Soit il s'affûte et il est prêt à s'échauffer rapidement et du coup, ça a du positif. Soit il va à fond dans ses compensations. Et en plus, il tourne en rond sur des articulations qui sont faites pour aller en ligne droite. Donc, clairement... Voilà, on a les 2 réunis. Donc, petit 1, imposer le rythme dès le début de la séance. Petit 2, longer en rond de longe. Petit 3, passer les mouvements en force. Petit 4, faire mes séances avec les dents serrées. Petit 5, mettre un mors dans la bouche sans passage de langue. Et j'ai rajouté serrer la muserolle. Et petit 6, monter en licol en corde, notamment quand je veux faire une séance de plat, ou en tout cas où je demande des attitudes particulières à mon cheval pour avoir une progression dans son corps. Voilà. Si cet épisode, je le répète, vous a plu, venez me le dire dans les MP sur Instagram. Et si jamais le podcast vous plaît en général, allez lui mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide vraiment à le mettre dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux. Et puis bien sûr, si vous voulez être mis au courant de la prochaine sortie d'épisode, abonnez-vous. Moi, je vous laisse donc ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!